Et vous, c'est quoi le bonheur pour vous? Découvrez l'univers C'est quoi le bonheur pour vous? Le film, les livres, le jeu de cartes et nos événements comme le congrès à Arcachon ou le week-end au hameau de l'Étoile. Toutes les infos sur c'estquoilebonheur.fr. Bonjour à tous, je suis heureux de vous annoncer l'ouverture de la billetterie du 7e congrès Innovation en éducation qui se tiendra les 21 et 22 février 2026 au Palais des Congrès de Nîmes. 10 conférences, 40 exposants, 16 ateliers participatifs et plus de 650 personnes qui viennent de la France entière. J'ai hâte de vous retrouver les amis, à tout bientôt. Le principal obstacle au bonheur, c'est nos propres pensées. C'est pas quelque chose d'extérieur à soi. Le bonheur pour moi, c'est la liberté. Pour moi, c'est très simple en fait, le bonheur. C'est juste être. Bienvenue sur le podcast C'est quoi le bonheur pour vous? Je m'appelle Julien Perron, je suis le réalisateur du film C'est quoi le bonheur pour vous? Pendant plus de 4 ans, je suis parti à travers le monde pour interviewer 1500 personnes autour de cette question fondamentale. À travers ce podcast, on parlera bien-être, développement personnel et médecine. J'espère que vous allez bien là où vous êtes. Je vous souhaite un merveilleux Moi, ça va très bien. Je reviens d'une petite semaine, une semaine en Andalousie où j'étais notamment à Séville, mais pas que. J'ai visité le coin aussi, les alentours de Séville. Je suis descendu jusqu'à Tarifa. Je ne sais pas si vous connaissez, un spot qui est magnifique pour ceux qui adorent le kite notamment et qui est assez chouette dans l'idée parce qu'on se retrouve à l'extrême sud de l'Europe. C'est vraiment le point le plus sud de l'Europe. Et on est entre la Méditerranée et l'Atlantique. Et juste en face de nous, on a le continent africain. Et donc, on est vraiment au cœur des mondes entre l'Europe et l'Afrique. C'était très sympa. C'était pour mon anniversaire du 5 décembre pour fêter mes 47 années. Et c'était vraiment très, très chouette. Ensuite, je suis resté 4-5 jours à Séville, une ville que je recommande fortement. Elle rentre dans mon top 3 des plus belles villes d'Europe comme Rome et Paris. Vraiment, je me suis régalé. Ça donne envie d'y retourner tellement la ville est vraiment chouette. Il y a beaucoup de choses à voir, beaucoup de choses aussi. On a envie de far niente, en fait, de se laisser porter par l'énergie de la ville. À cette période de l'année, là, au mois de décembre, il faisait 18 degrés, donc accessoirement aussi, c'est sympa de se retrouver en short et en t-shirt dans cette période où il fait froid, habituellement, un peu partout. Et puis voilà, moi, l'Andalousie, c'est toute mon enfance. J'y suis resté quasiment tous les étés, jusqu'à peut-être mes 15 ans. J'allais à Salobreña, peut-être pour ceux qui connaissent, pas très loin de Malaga, en Andalousie, avec mon frère de cœur, j'ai envie de dire, que je connais depuis la maternelle. Et donc, du coup, pour moi, c'était chouette de me replonger dans cette énergie andalousienne et tout ce que ça englobe. Donc, c'était très sympa. Si vous avez des doutes, écoutez, je vous recommande fortement de partir quelques jours à Séville. C'est vraiment très cool. Aujourd'hui, on va discuter avec Gaël. On va parler de bonheur au travail, de management bienveillant. Vous allez voir, c'est passionnant. En attendant que vous arriviez, je vais vous montrer une petite vidéo qu'on a réalisée, que je cherche en même temps. Elle est où? Qui est autour donc du coup de C'est quoi le bonheur pour vous, de l'écosystème C'est quoi le bonheur pour vous. Et puis on se retrouve tout de suite après. Je l'ai trouvé. À tout de suite. C'est quoi le bonheur pour vous, les amis? Une vraie question à laquelle je vous invite à réfléchir. Je vais faire apparaître tout de suite Gaël. Hop là. Alors, tac, hop. Et voilà. Salut Gaël, ça va? Ouais. Tu sais que ça m'a fait bizarre que tu parles de Séville parce que tu ne le sais peut-être pas, mais cet été, j'ai fait Cadix jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle à pied. Je suis passé par Séville, mais contrairement à toi, il faisait pas 18 degrés. Okay. Il faisait un peu 42. Mais mis à part ça, je confirme tout ce que tu dis. C'est une ville incroyable. Tu le mets dans ton top 3 aussi des plus belles villes d'Europe? Oh, la question! Vraie question. Hein. Alors, en top 1, moi, je mets Paris parce que je suis chauvin. C'est clair. Oui, c'est magnifique. C'est magnifique. Oui. Et puis surtout, je trouve qu'il y a une ambiance qui est extrêmement agréable. Je trouve que c'est très aéré, contrairement à beaucoup de grandes villes. Moi, j'adore Berlin, mais c'est vrai que c'est... bon. Ouais, non, pas pareil, pas le même trip. Il n'y a pas ce côté... Séville, tu sens que tu as des gens qui, au Moyen-Âge, se baladaient par là-bas, quoi. Ouais, carrément. Ouais, tu te sens bien, en fait. Tu te sens super bien dans cette ville. Tu as vraiment envie de flâner. C'est un mélange de modernité et d'ancien temps, je trouve. Vraiment. Carrément. T'es parti de Cadiz, c'est rigolo, parce que j'y suis resté justement 2 jours à Cadiz aussi. Ouais, j'ai beaucoup aimé aussi. Je ne recommande pas Cadix, Séville à pied. Autant tout le reste de Séville à Saint-Jacques, c'est génial. Ok. Mais c'est-à-dire que si tu aimes longer des voies ferrées pendant 15 km et sans eau, sans rien, sans village, sans rien,
Ah oui, Bon, c'est mieux. il faut le faire, sinon non. Ah oui, je comprends. Du coup, tu connais Tarifa? Alors j'ai un mémoire des Tarifa, mémoire. en fait, tu as Cadiz qui est là et Tarifa qui est vraiment l'extrême sud de l'Europe. Ah non, non. Moi, j'ai Non? fait je suis parti de Cadix tout dans le sud et j'ai tiré au nord, Ah, ok. vers Oui, parce que... Saint-Jacques-de-Compostelle, qui est tout au nord en fait de l'Espagne. Donc j'ai Oui, c'est ça. traversé toute l'Andalousie, tout ça. Enfin, Magnifique. Oui, parce que tu es quand même un aficionados de Compostelle, hein, si j'ai bien compris. et oui, j'en suis déjà à 6000 km sur ce beau chemin. Ah, c'est bon ça. Ouais, 6 tous 000 les km. étés. T'as commencé quand? J'ai commencé il y a 4 ans. Ok. Mais je suis un peu un furieux, moi. Alors, je le paye cher parce que là, ça fait 3 mois que je m'en remets physiquement, mais je fais 50 Ah, km par jour, donc c'est ouais, c'est beaucoup. un peu intense. Ouais, c'est Mais, beaucoup. ça me fait un bien fou. Ce qui est un vrai lien avec ta thématique, parce que pour moi, ça a été mais un renouveau vers un bonheur différent d'avant. Mais c'est le bonheur. Ouais, ouais, pour Ah, on moi, va c'est en parler, ça m'intéresse beaucoup. Ouais, comme tu sais, moi aussi, j'accompagne des groupes sur Compostelle. complètement, ouais. Vraiment, ça me plaît beaucoup. Je vais te laisser te présenter quand même, Gaël, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, pour les gens qui ne te connaissent pas. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es, que fais-tu? Dis-nous tout. Alors, je suis Gaël Châtelain-Berry. J'ai passé 20 ans en entreprise en tant que manager ou dirigeant dans des grands groupes médias essentiellement, donc TF1, Canal+, Énergie, à l'Institut national de l'audiovisuel. Et depuis 10 ans, je suis saltimbanque. Il y a 10 ans, j'ai eu une sorte, j'allais dire, d'illumination, non, de hasard. J'ai posté un article sur LinkedIn qui s'appelait « Le management bienveillant, l'avenir du management ». Au moment où j'ai posté cet article, je ne savais pas que personne avait associé ces deux mots. Donc, je suis le papa de ce concept. Mais au bout de 70 000 likes, donc quand tu vois ce qui se passe sur LinkedIn, 70 000 likes, c'est quand même massif. Mon épouse de l'époque m'a dit « Mais tu devrais écrire un livre ». Donc, j'ai écrit mon premier livre à l'époque pour théoriser ce concept de management bienveillant qui s'appelait, et qui vient d'être réédité d'ailleurs, « Mon boss c'est nul, mais je le soigne », qui a été un énorme carton. Donc sont venues les conférences, parce que comme les gens lisaient mon livre, ils m'ont demandé des conférences. Puis est venu le podcast, il y a 7 ans. Tu as vu, le branding, il est hyper discret de mon podcast, hein. Dans la discrétion. Donc, Happy Work, que j'ai créé à l'époque avec la chaîne Info LCI, mais qui est indépendante depuis 2020. Et aujourd'hui, je suis super fier parce que c'est le plus gros podcast sur le sujet. Et j'ai même un scoop pour toi, Julien. Ah, magnifique. Tu veux un scoop? Vas-y, fais péter. En fait, Happy Work va rentrer dans le top 10 des podcasts les plus écoutés en France, avec plus de 500 000 écoutes par mois. Trop Donc, bien. un sujet aussi pointu que le bien-être au travail et le management. À la fois, je suis très fier, et à la fois, je me dis, on a vraiment un problème. Parce que si les gens écoutent, c'est qu'ils se posent cette question du bien-être au travail. Donc, tu vois, je suis partagé entre les deux. Très égoïstement, je suis super fier. Tu as raison. Et d'un point de vue purement analyse, ça m'inquiète. Donc voilà, pour me présenter rapidement, je fais des podcasts, je fais des conférences, je fais des livres, je fais des vidéos, je crée du contenu autour de ces concepts. Et bientôt, il y aura aussi un one-man show autour de Saint-Jacques-de-Compostelle, mais ça, c'est un tout autre sujet. Excellent, trop bien. Donc je reviens sur Compostelle parce que tu disais qu'il y avait un pont entre Compostelle et bonheur. Moi, j'aimerais bien comprendre qu'est-ce qui t'a amené en fait un jour à partir sur les chemins, parce que toutes les personnes qui partent sur le chemin, tu me dis si je m'arrête, mais généralement ils partent pour une très bonne raison. Donc c'est qu'il a dû se passer quelque chose à un moment donné dans ta vie. Alors, je corrige un tout petit peu, c'est tous les gens qui le font en entier d'une fois. Il leur est arrivé quelque chose, parce qu'on peut très bien partir pour 3 jours, partir du Puy-en-Velay, juste parce qu'on a envie de voir les beaux paysages de France. Mais par contre, tu as totalement raison, mis à part les retraités, tu sais, plein de gens qui se disent « Ah là là, le jour de ma retraite, je pars sur Saint-Jacques ». Donc ça, c'est un projet vraiment de retraite. Mais sinon, tous les autres qui partent sur Saint-Jacques pour le faire en entier, en une traite, oui, il s'est passé quelque chose. Alors, c'est marrant qu'on parle de ça parce que c'est mon post de ce matin de Saint-Jacques-de-Compostelle. J'en avais jamais parlé, en fait. J'ai eu un gros truc personnel il y a 5 ans, qui m'a amené, bien entendu, à me noyer dans le travail. Donc, j'ai cumulé une bonne dépression et un bon burn-out. Et pour le spécialiste français du bien-être au travail, ça la fout mal quand même. Et j'ai mis longtemps à en prendre conscience. Et c'est le sens de mon post de ce matin. C'est même si tu es spécialiste du sujet, bah, quand ça tombe dessus, c'est une descente en pente douce. C'est pas un truc brutal. Alors, quand ça arrive, c'est brutal. Mais en fait, c'est tout un mécanisme sur des semaines, des mois.
Alors certes, j'ai fait un burn-out alors que j'étais pas censé en faire un, mais l'énorme avantage, c'est étant un peu spécialiste de ces sujets, je me suis dit, OK, bon, tu fermes tout et tu fais quelque chose. Et donc, je me suis dit, Saint-Jacques-de-Compostelle, je l'avais fait déjà 2 ou 3 fois par tranche de 1 semaine ou 2. Et je me suis dit, voilà, je vais me reprendre en main, je vais tout couper, je vais marcher, je vais aller vers un but, parce que mine de rien, sans être croyant du tout, hein, mais mine de rien, Saint-Jacques-de-Compostelle, il y a une forme de symbole assez universel, je crois, qu'on soit croyant ou pas. Et donc, c'est ça qui m'a poussé à partir du Puy-en-Velay. Et au début, j'avais prévu de faire 30-35 km par jour, ce qui est déjà des belles étapes. Et le premier jour, en partant du Puy-en-Velay, donc je suis parti aussi avec ma tante. Je m'étais dit, je veux pas de contraintes, donc s'il faut que je dorme dehors, je dormirai dehors. Et en fait, le premier jour, je me suis retrouvé à faire 54 km. Alors, il faut dire que les 3 mois d'avant, je m'étais entraîné, je prenais plus le métro, je marchais entre 10 et 20 km tous les jours. Je faisais une demi-heure de footing tous les jours, je faisais une demi-heure de musculation tous les jours. Donc, je m'étais un peu transformé en machine de guerre de la marche, en fait. Et le premier jour, j'ai fait 54 km et je me rappellerai toujours de ce moment. Je pose ma tente dans un champ à l'abri des regards et je vois le coucher de soleil en face de moi. Je mange des tranches de saucisson et des tomates et je me dis, putain, je suis bien. C'est là où il faut que je sois. Et ça a duré 36 jours. 36 jours, ok. Ouais. Ouais, donc tu l'as fait quand même de manière assez rapide parce que à base de J'ai pas battu le record. À base de 50 km par jour, ça va vite. Mais tu sais, pour revenir à ce que tu dis, tu sais, moi j'accompagne des groupes pendant 1 semaine, en fait, à chaque fois par portion d'1 semaine sur Compostelle. Et franchement, toutes les personnes qui viennent, moi je bloque à 12 personnes, elles viennent toutes pour une raison très spécifique qui est liée à leur vie. Donc il suffit pas de faire l'entièreté de Compostelle, c'est ça que je veux dire, tu sais, pour venir avec une idée précise de ce que tu peux venir lâcher sur Compostelle et comment elle peut... Non, ce que je voulais dire, Julien, c'est effectivement, toi, c'est un tout petit peu différent dans le sens où il y a des gens qui viennent sur Saint-Jacques à une occasion précise et effectivement, on peut aller sur Saint-Jacques pendant même 3 jours pour une raison particulière. C'est ça. On peut y aller en touriste. Par contre, ce que je disais, c'est que quand tu le fais en entier d'une fois, j'ai jamais rencontré personne qui s'était pas remis d'un cancer ou qui avait perdu quelqu'un ou qui était dans une séparation ou qui était en chômage longue durée. Donc, mais bien sûr, c'est Saint-Jacques-de-Compostelle, même pour 1 semaine ou 10 jours, j'allais dire, c'est une forme de thérapie. Complètement. Presque. Ouais. Ah, pour moi, c'est une forme de thérapie, très clairement. Ah ouais, complètement. Ouais, parce que ce qui est intéressant de voir, c'est que c'est très différent de. Moi, je randonne beaucoup, tu sais, dans l'année, et ça n'a rien à voir avec les gens que tu croises quand tu fais de la rando. Tu vois, c'est vraiment 2 univers complètement. Il y a un différents. côté très apaisé, en fait. Ouais, bienveillant. Je sais pas, je pense qu'il doit y avoir un truc inconscient où tu te dis. Saint-Jacques-de-Compostelle, c'est quand même dans la culture inconsciente, enfin c'est dans le patrimoine culturel inconscient de tout le monde. Et je pense que même les pires personnes, quand elles sont sur Saint-Jacques, elles se disent inconsciemment, j'ai pas le droit d'être un bâtard. C'est possible. Je sais pas, mais c'est vrai, tu as complètement raison. Il y a une ambiance. Déjà, le truc qui est très particulier sur Saint-Jacques, c'est, je sais pas si tu as remarqué ça, sur les autres pèlerins que tu croises, personne va te dire bonjour, je suis machin, je fais ça dans la vie. Personne va dire métier. Jamais. Mais jamais. Ouais. Sauf si tu les croises plusieurs fois et tu finis par dire ce que tu fais, mais c'est en aucun cas le premier point. Ce qui montre bien que les gens qui sont sur Saint-Jacques ont besoin de se recentrer sur l'essentiel. Et je le dis beaucoup, notre essentiel, c'est pas le travail. Du tout. Oui, c'est clair. Du tout. Ça doit être la cerise sur le gâteau, mais déjà, faut fabriquer le gâteau, comme on dit. Complètement. Ouais, c'est une petite bulle, hein, Compostelle. Ouais. Non, mais c'est génial. C'est une bonne transition, ce que tu dis. Le bonheur, en gros, c'est pas le travail. La vie, c'est pas le travail. Tu rejoins quelqu'un de convaincu, tu prêches un convaincu. Et j'aimerais bien que tu développes ça. En fait, je trouve en tout cas, on est vachement éduqué dans le côté fait de bonnes études et un bon métier. C'est la clé du bonheur, c'est de gagner bien sa vie. Alors c'est vrai, j'avais écrit un article il y a quelques années là-dessus, j'avais appliqué la pyramide de Maslow, qui est un peu tarte à la crème, je te l'accorde, mais à nos vies. Eh ben, c'est exactement la même chose. Notre travail, ça doit servir au premier étage de la pyramide de Maslow, nous payer nos besoins primaires, se loger, éventuellement se divertir, se nourrir, enfin voilà. Mais plus tu montes dans la pyramide, moins c'est ton travail qui va pouvoir t'apporter ça quotidiennement. Parce qu'il y a des fois où tu vas te faire virer, il y a des fois où ton boss va te saouler, où ton équipe va t'emmerder. Et donc, si toute ta pyramide de Maslow elle est mise sur le travail,
assez vite, tu vas t'apercevoir que tu cales au premier, deuxième ou troisième étage maximum. Mais si tu veux aller tout en haut de la pyramide, c'est certainement pas le travail qui fera 100% du job. Et c'est pour ça que c'est très important. Et c'est ce qui me rassure beaucoup, c'est quand je vois les générations qui viennent après, elles en ont inconsciemment beaucoup plus conscience. Et c'est pour ça qu'elles parlent de l'importance de l'équilibre vie pro, vie perso. C'est parce qu'ils savent tout à fait, parce qu'ils ont vu leurs parents, donc les vieux comme moi, travailler comme des chiens depuis qu'ils ont 21, 22 ans et pas forcément être plus heureux que la moyenne, même s'ils ont des gros postes. Et donc, ils se disent, vu que nos parents, ça les a pas rendus heureux, on n'est pas complètement couillons, on a beau être jeune, on n'est pas con, on va pas faire la même chose. C'est ça que D'ailleurs, c'est un truc que je rappelle, je fais parfois des conférences sur les différences générationnelles, et il y a des jeunes, parfois, dans ces conférences, et ils viennent me voir avec un côté un petit peu arrogant. Ouais, vous avez vu, on est quand même vachement plus malin que vous, votre génération. Et j'aime alors rappeler que, c'est intéressant ce que vous dites, mais qui vous a élevé? Vos valeurs, elles viennent d'où? Vos attentes vis-à-vis à votre avis? Et généralement, ils prennent conscience à ce moment-là que ah ouais, c'est pas con ce que vous dites, Châtelain-Berry, quand même. Mais en même temps, c'est vrai, je te rejoins à 100%. Ils ont besoin de sens aussi, moi, c'est ce que je vois. Comme nous. Parce que. Comme nous, mais pas de notre génération. Nous, on ne se posait pas cette question d'avoir du sens. C'est marrant ce que tu dis, parce que je pense qu'il y a un des grands problèmes actuellement. Il y a eu la première réaction quand on a commencé à parler de façon un peu massive des générations Y et Z, donc je te parle de ça il y a 5-6 ans. Il y avait une forme de défiance de la génération X en disant, pas ces jeunes cons, mais un petit peu quand même. Nous, on est les vrais, puis alors les jeunes, ouais, ils verront la vie. Et maintenant, moi, je vois un mouvement qui est très, très fort de gens de ma génération qui se disent, mais en fait, c'est eux qui ont raison. Ce sont ces jeunes-là, bien sûr que l'équilibre pro-perso est fondamental. Mais le problème, c'est quand tu as plus de 50 ans et que tu as une vie professionnelle de 30 ans et que tu es peut-être dans ta boîte depuis 30 ans, pour changer certaines habitudes, c'est moins facile. Mais je constate que, parce qu'on pose parfois la question, est-ce que les attentes sont différentes vis-à-vis de la vie entre les générations? Non, je crois pas, honnêtement. Mais j'en suis on n'a pas les mêmes attentes à 50 qu'à 20 ans, ça c'est une certitude. Par contre, de façon globale, je suis persuadé que les gamins de 20 ans, quand ils auront 50, auront peu ou prou les mêmes attentes que celles que je peux avoir aujourd'hui. Ah, tu crois? Ouais, c'est pas impossible. Peut-être que c'est lié à notre condition humaine. Il se peut que, je reviens sur l'idée de sens, il se peut qu'on ait toujours besoin, en fait, en tant qu'être humain, de donner du sens dans ce qu'on fait, dans ce qu'on apprend. C'est pas impossible. Je souligne juste qu'il se peut que cette nouvelle génération, elle ait plus de billes à l'heure d'aujourd'hui pour se poser les bonnes questions, et donc du coup, justement, pour se poser la question du sens, que probablement, nous, à notre époque, moi je suis né en 78, je suis pas sûr que, tu vois, que la société alimentait ça, quoi, en gros, quoi. Mais je pense que c'est pas la société, Julien, je pense que ce sont les parents. Moi, j'ai été élevé par un père qui a connu les 30 Glorieuses. Autant dire que j'ai jamais entendu du mal du monde de l'entreprise pendant toute mon enfance. C'est clair. Mais il donnait pas du sens pour autant. Non, mais c'est bien ce que je te dis. Mais c'est pour ça qu'ils sont plus armés grâce à nous. Parce que justement, nous, on leur a pas dit, depuis qu'ils sont tout petits, tu vas voir, le monde dans l'entreprise, c'est comme ça. Parce que justement, moi, par exemple, le mot chômage, je l'ai appris pendant mes études. Il n'y a pas un représentant de la génération Y ou Z qui n'ait pas entendu ce mot dit par un proche familial pendant son enfance, parce qu'il a forcément eu, statistiquement, une personne proche qui a été au chômage pendant son enfance. Ah oui, c'est sûr. Par rapport au travail, il est complètement différent. Il est, mais de fait, parce que le monde a totalement changé. Donc, ils sont mieux armés, sans aucun doute, parce que la génération X a été une génération de transition qui s'est fait avoir, mais d'une manière absolument dingue. Et quand tu vois que cette génération, à qui on avait inculqué des valeurs de travail, l'entreprise c'est bien et compagnie, du fait des 30 Glorieuses, donc des parents nés autour de la Deuxième Guerre mondiale, en fait, nous, le décalage, il est d'une violence dingue, parce qu'on tombe par terre, on se dit « Oh bah mince !» Et puis alors, on cumule maintenant, parce que ce sont les seniors qui se sont plus facilement virés. C'est-à-dire que cette génération X s'en est pris plein la tronche du début à la fin de carrière. Et pour parler assez souvent avec des politiques, tu t'aperçois que il y a assez peu de prise de conscience de ça, que pour les seniors, donc seniors, c'est plus de 45 ans pour rappel, donc on parle pas de retraités. Senior pour le monde du travail, c'est 45 ans. À quel point il y a je parle de maltraitance aujourd'hui sur cette tranche d'âge. Et ça fait 20 ans que ça dure. Donc,
Donc, je vois de plus en plus de mouvements, d'associations. France Travail commence à faire des grosses opérations vers les seniors. Mais c'est pour ça que moi, j'ai 2 fils, un de 27 et un de 18. Moi, je suis pas inquiet pour eux parce que je sais qu'ils ont les bonnes armes. Moi, quand je suis arrivé sur le marché du travail, j'avais pas les bonnes armes. Moi, j'avais les codes des 30 glorieuses. Je suis arrivé sur le marché du mariage. Oh la vache, le lapsus. Sur le marché du L'activité travail. volontaire. Je suis arrivé sur le marché du travail en 1992, à une époque où le chômage, c'était à 2 chiffres. Donc, autant dire que les valeurs des 30 glorieuses, il y avait un léger décalage que j'ai perçu, mais immédiatement. C'est-à-dire que ça n'a pas été 2, 3, 4 ans. J'ai été diplômé de ma très, très grande école de commerce, une des meilleures de France. Bon, on m'avait vendu en rentrant en classe prépa. Hein, tu vas voir, avant même ton diplôme, tu auras 5 propositions d'emploi. Ce qui était vrai 10 ans avant. Et ils sont où les employeurs, là? Et j'ai mis 6 mois pour trouver un taf. Donc, jour 1 de ma carrière, et encore, j'étais diplômé d'une très grande école de commerce, donc je te laisse même pas imaginer quelqu'un qui n'a pas fait d'études du tout. Donc, il y a cette violence où moi, je suis ravi parce que mes enfants ne connaîtront pas cette violence. Parce qu'effectivement, ils ont les codes. Ah, tu t'adresses à quelqu'un qui n'a pas de diplôme, donc c'était encore très différent. Ah, formidable. Par contre, ça me fait un point de raccrochement avec ce qu'on se disait en off, tu sais, le fait que on a créé tous les deux nos activités, qu'on n'est plus dans le monde de l'entreprise, et on se disait, waouh, mais franchement, ça serait très difficile de retourner justement dans le monde de l'entreprise par rapport à ce qu'on vit maintenant. Moi, ça fait 25 ans maintenant. Et à l'époque, justement, moi, quand j'ai créé mon entreprise, bon, il y avait plein de raisons, donc j'avais 23 ans, mais parmi ces raisons, il y avait aussi cette raison du management, tu sais, parce que, alors j'imagine que ça a dû évoluer, j'espère dans le bon sens, mais tu vas nous le dire. Moi, de ce que j'ai vécu, des petites expériences que j'ai eues, en fait, j'avais affaire à du management, donc des personnes qui étaient supérieures à moi hiérarchiquement, on va dire, dans l'entreprise, mais qui étaient, à mes yeux, catastrophiques. Vraiment catastrophiques. Et donc, je me suis projeté, quoi. Je me suis dit, mais attends, mais si dans toutes les boîtes, c'est comme ça, moi, je me vois pas, en fait, terminer jusqu'à ma retraite à faire un job dans lequel je suis pas forcément épanoui, avec un management qui est vraiment à revoir à 100%. Et donc, bon, voilà. Parmi les raisons, il y avait cette raison. Toi qui es en plein dedans, est-ce que tu as vu cette évolution, par exemple, en 25 ans? Est-ce qu'elle est positive? En fait, je vais essayer de pas être méchant. Sois On gentil. évolue, oui. Mais par exemple, on a commencé à s'intéresser à la qualité de vie au travail, la QVT, en France, avec 10 ans de retard sur tout le monde. Et il aura fallu, et il y a une date précise, hein, c'est 2008, la vague de suicides chez Renault et chez France Télécom. On a commencé à s'intéresser au bien-être au travail des salariés, vraiment, en se disant, oh, c'est bon pour la performance, ça, après le Covid. Mais pas, contrairement à ce qu'on pourrait penser à cause de la crise Covid, parce que le télétravail, c'est quelque chose d'extraordinaire, mais parce que la courbe de chômage s'inverse totalement du fait de la pyramide des âges et pas uniquement à cause de l'économie. Donc, on ne reviendra jamais en arrière, jamais. Ce qui fait que les entreprises ont de plus en plus de galères pour recruter. On est passé d'un monde, le monde des générations X, où on pouvait entendre cette célèbre phrase « Dis donc, si tu n'es pas content, il y en a 10 qui veulent ta place », à un monde où les jeunes de moins de 30 ans, ils peuvent dire à leur manager qui leur parle mal « Dis donc, si tu me reparles encore une fois comme ça, il y en a 10 qui veulent me recruter ». Et donc, les entreprises se sont aperçues qu'avec un management qui n'est pas bienveillant, les gens, ils se cassent. Le nombre de DRH qui me disent « Mais on a des gamins qui démissionnent même 2 jours après être arrivés. » Parce que leur manager organise une réunion à 19h, parce qu'il parle mal. Et c'est qui cette personne qui me parle mal? Moi, je me casse. Et donc, oui, il y a une évolution. On est très, 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 très en retard par rapport à nos voisins, mais alors très en retard, vraiment. Tu sais, on est numéro 2 mondial du burn-out en France. C'est entre 10 et 12% des salariés qui vont faire un burn-out. Il n'y a que le Japon qui nous bat. Même la Corée du Sud ne nous bat pas. Je ne sais pas si tu as vu des reportages sur le travail en Corée du Sud. Oui. Ouais, ça n'a pas l'air hyper détendu. Mais oui, ça évolue, mais ça évolue un peu contraint et forcé. Donc j'ai envie de te dire, tant mieux, ça évolue. Peu importe la raison. Mais on a quand même en France un problème en entreprise sur... on ne va pas penser aux salariés parce que ça nous fait du bien de le faire, on va le faire parce qu'on est obligé. Donc il y a un petit côté cynique. Et j'ai envie de te dire,
ce que je prône depuis 10 ans est en train de prendre en puissance de plus en plus. Mais tu entends bien chez certains dirigeants ou dirigeantes cette petite voix sur « Ouais, le télétravail, c'est bien, mais quand même, le présentiel, c'est mieux. » Oui, c'est clair. Quoique, Et- il y a des grosses entreprises qui reviennent, qui proposent maintenant à leurs salariés de plus bosser de chez eux, de revenir justement à l'entreprise. Hein. Ouais, ils essayent. Ils essayent, mais ils n'arrivent pas à recruter. Parce que très franchement, imagine, tu as 25 ans, tu es diplômé. Là, je parle vraiment des gens avec un minimum un bac plus 2 dans une grande métropole. Parce que bien entendu qu'il y a du chômage des jeunes, j'en suis conscient, mais là, je parle d'un cas particulier. Minima bac plus 2 dans une grande métropole. Tu as le choix entre 2 contrats. Même type de boulot, même type de salaire. Une entreprise qui va dire « Non, nous, on croit au collectif. Hein. Nous, on est comme ça. Donc, non, pas de télétravail du tout. Hein. Non, bien sûr. » Et une autre entreprise qui dirait bah, « Nous, c'est entre 2 et 3 garanties. Vous avez 2 jours obligatoires de présence qu'on croit effectivement, en fait, qu'on travaille ensemble. Le jour où vous avez un enfant, bah, si vous voulez rester de temps en temps en 100% télétravail, vous pourrez. Et puis, pendant 1 an. Et puis après, bah, ça sera 2 ou 3 jours comme d'habitude. » Quel gamin va prendre la première entreprise ? Enfin, Oui, c'est clair. il n'y a plus le choix. Et c'est ça qui est intéressant. On est passé d'un monde où le rapport de force recruteur-recruté était bien évidemment du côté des recruteurs, à exactement l'inverse, où maintenant, et ça, encore une fois, c'est définitif du fait de la chute de la natalité, c'est définitif. On va connaître ce que l'Allemagne connaît depuis 30 ans. Donc, des difficultés de recrutement. Alors, ce qui pose, et il est hyper intéressant ce sujet parce que ça pose aussi la question de l'immigration où à un moment, bah, comme on ne fait pas d'enfants, bah, ça serait peut-être cool qu'il y ait des gens qui viennent faire du travail qu'on ne peut pas faire parce qu'on n'a pas assez d'enfants. Donc, l'immigration devient une aide véritablement économique pour les entreprises. Donc, ça pose plein de questions sociétales, ce qui se passe en ce moment, dont celle des managers qui sont un peu obligés d'être sympas. Oui, tu parlais de la Corée. D'ailleurs, en Corée, ils en sont là. Hein. Ils sont en train de faire venir des étrangers pour leur proposer, entre guillemets, de faire des gosses chez eux, tellement justement la natalité est en baisse. Mais le Japon, la population recule. Ouais. Recule, c'est encore pire. C'est clair. Et on y va tous direct. Et c'est pas un discours catastrophiste du tout, mais alors pas du tout, parce que l'humanité, en ce moment, des pays développés, est comme ça. On fait moins d'enfants parce que monde anxiogène, parce que plein de raisons. Bref, je vais passer vite là-dessus. Mais tout ça, in fine, on peut en tirer du positif. Par exemple, quand j'entends des gens être très, très, très inquiets par l'intelligence artificielle, mais je leur dis, mais rendez-vous compte qu'en 2050, il y aura un actif pour un retraité. Dingue. Et pour autant, il va falloir produire autant, voire plus. Bah, si l'intelligence artificielle n'est pas là pour nous rendre plus productifs et nous aider à être plus productifs, on fait comment ? Et en fait, il y a une sorte de conjonction des planètes qui fait que l'intelligence artificielle arrive à un moment où l'humanité va en avoir besoin. Alors ensuite, il y a tous les débats du qu'est-ce qu'on en fait, etc. Bien sûr. Ouais, c'est un vrai sujet. Bien sûr, j'ai eu un grand débat avec un de mes fils là-dessus où j'expliquais que l'intelligence artificielle, c'est comme un marteau. Donc il me regarde, il fait quoi ? Je sais pas, regarde, prends un marteau, tu prends un clou et tu tapes sur le clou pour le planter. Imagine, tu tapes sur le doigt. C'est la faute à qui ? À toi ou au marteau ? Il dit, bah, à moi. Je dis, bah, l'intelligence artificielle, c'est pareil. L'intelligence artificielle deviendra ce que l'être humain en fait. Et je sais très bien qu'il y aura des bâtards, hein, c'est évident. Il y aura des malfaisants. Notre ami Musk, je ne suis pas hyper sûr que ça soit hyper sympa ce qu'il veut en faire, mais pour autant, l'humanité tout entière n'est pas malfaisante. Dieu merci. Il y a une phrase, c'est qu'un pote utilisait en baseline de son agence de pub, déjà il y a 30 ans, et c'est toujours le cas. Et la première fois que je l'ai vu, je me suis moqué de lui. C'est une agence de pub qui s'appelle Reflex, et en dessous, c'était marqué « Les gentils gagnent toujours à la fin ». Et il y a 30 ans, je fais « Non mais sérieux, quoi, arrête ». Et là, il me regarde, il fait « Gaël, trouve-moi un exemple dans l'histoire de l'humanité où c'est le méchant qui a gagné. Un seul. Eh ben, t'en trouves pas. Et il n'y en a aucun. Les gentils gagnent toujours à la fin. Alors, ça prend certes parfois plus de temps, si tu penses aux grands méchants de l'histoire, mais t'en as pas un qui gagne à la fin. Pas un. Et ça, c'est factuel. C'est si quelqu'un me trouve un méchant qui a gagné à la fin, je veux bien le nom. Là, en ce moment, on a quand même Poutine au pouvoir depuis de nombreuses années. Mais il ne gagnera pas à la fin. Et ça va peut-être être long, mais il ne gagnera pas à la fin. Ce que je veux dire, c'est quand on est... Mais ça aussi, c'est un des points dans la bienveillance, dans toutes ces choses-là, c'est quand on est dans le noir, dans le sombre, on voit que noir, que le sombre, et on ne voit pas le bout du tunnel.
Bien sûr. Ce que veut dire cette phrase, les gentils gagnent toujours à la fin, c'est parfois le tunnel, il est long. Il est putain de long. Mais il arrive. Exactement. Toujours. Absolument toujours. Donc, il faut être patient, courber les chines et se dire ouais, ok. Bah, tu vois, on parlait de Compostelle tout à l'heure. Eh ben, aller sur Compostelle dans une période de ma vie qui est probablement une des plus sombres que j'ai eues dans ma vie, j'ai créé ce tunnel. Je me suis dit, ok, je suis dans le dark, mais je vais marcher, puis je vais essayer de voir si je vois pas le bout du tunnel. Je te dis pas, quand j'ai fini Saint-Jacques, j'allais méga bien, je voyais tout en rose. Mais en tout cas, je me disais, ah ouais, le bout du tunnel, je commence à le voir là. Tu prêches un convaincu encore, Gaël. Je sais. Allez, pour revenir au management, moi, de ce que j'ai observé, je me suis toujours dit, mais c'est valable quasiment dans tous les postes, à mon goût, c'est qu'il y a des profils, tu sais, comme le profil de la personne qui va être avocat, comptable, peu importe ce que c'est. Et donc, management, pour moi, manager, c'est un profil. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose à voir en amont à partir du moment où on se dit, bah, toi, tu vas être manager ou quelqu'un postule pour être manager, de bien vérifier s'il a vraiment le profil, tu vois. C'est vraiment des profils types, je trouve. Alors, moi, j'ai 2 réponses à ça, Julien. La première, c'est déjà, il serait temps en France qu'on arrête de nommer comme manager des gens qui sont bons techniquement. Voilà. Le meilleur commercial n'est pas forcément le meilleur directeur commercial. Mais tellement. Ensuite, en 2, pour répondre à ta question, je pense que tout le monde peut être manager. Vraiment. Parce que tu vas avoir, comme dans tous les métiers, des grands managers et des managers corrects. Mais être un manager correct, ça s'apprend. Je vais te donner un exemple. La première source de démotivation en France, la première, c'est le fait que le manager ne dise pas bonjour à son équipe le matin. Alors, je veux bien que ça soit compliqué à réapprendre, mais on en est là. C'est-à-dire que être un manager correct, il n'y a pas besoin d'être un génie pour savoir que hurler sur son équipe, c'est pas bon. Dès qu'il y a une erreur, de faire un scandale, c'est pas bon. Et toutes ces choses s'apprennent. Alors ensuite, il y a des gens qui sont plus ou moins charismatiques, des gens qui ont plus ou moins d'empathie. Mais la base du management pour être un manager correct, tout le monde, je dis bien tout le monde, peut l'apprendre. C'est exactement la bienveillance en entreprise, c'est un petit peu comme la politesse quand tu es né, Julien, et que tu as commencé à parler. Tu n'as pas su intuitivement qu'il fallait dire bonjour à la dame quand tu rentrais dans la boulangerie, ou bonjour au monsieur quand tu rentrais dans la boucherie, ou merci. Et nos parents, ils nous ont saoulés. Tu n'as pas oublié quelque chose? Oh, pardon, bonjour madame. T'as pas oublié quelque chose? Bonjour monsieur, merci monsieur. Et la politesse, ça s'apprend. La bienveillance, c'est pareil, ça s'apprend. Oui, je suis d'accord avec ça, mais pour revenir vraiment au rôle de management, je trouve que la gestion de stress, tout le monde ne sait pas bien gérer son propre stress. Tu vois? Ça, je suis d'accord, mais c'est pour ça sera peut-être la différence entre un bon manager et un grand manager. Ouais, voilà, c'est ça, la gestion des émotions, notamment. Enfin, ouais, moi, je pense qu'il y a vraiment des profils pour être vraiment, allez, on va dire, bon manager, quoi. Et effectivement, ne serait-ce que Pour déjà être la grand gestion manager, de je suis d'accord, Julien. Pour être bon, je pense que, mais vraiment, ça par expérience, n'importe qui peut être un manager. Alors, on ne va pas dire bon, on va dire un manager non nuisible. Oui, Parce que voilà. le problème en France, c'est qu'aujourd'hui, on a un management nuisible dans beaucoup d'entreprises. C'est Donc, clair. pour être un manager non nuisible pour ses équipes, tout le monde peut l'apprendre. Ensuite, entre bon et incroyable, oui, tu as raison. Il y a des profils, et notamment des gens profondément empathiques, des gens à l'écoute, des gens qui savent gérer leur propre stress, toutes ces qualités-là. Mais en tout cas, devenir un manager non nuisible, je pense que oui, c'est à la portée de tout le monde. Mmh. Et le bonheur au travail, c'est une notion qui est arrivée en France il n'y a pas si longtemps que ça. Si on parle de Chief Happiness Manager, je ne sais pas si je me trompe, moi je dirais que ça ferait moins de 10 ans, non? Oh, ça fait moins de 10 ans, mais tu sais que moi, je suis un farouche opposant à ce concept-là du bonheur au travail. Je pense que c'est une des injonctions les plus violentes qui existent. Tu as le droit de ne pas être motivé un matin, tu as le droit, mais comme dans la vie. Je sais pas, je connais pas ta vie, Julien, mais moi, j'ai eu des parenthèses enchantées dans ma vie perso de bonheur absolu, puis des trucs de merde, et puis des trucs moyens, des trucs neutres. Le travail, c'est pareil, en fait. C'est vraiment exactement pareil. Donc, donner comme objectif le bonheur au travail, c'est une injonction comme quoi si, par exemple, un jour, ton travail te saoule, tu as l'impression d'avoir raté ta life. Non. Un travail, la loi de Pareto s'applique au travail globalement, tu as 80% de ton taf que tu aimes bien ou tu adores, et 20% que tu aimes moyen, voire que tu détestes. Les jours où tu dois travailler sur les 20%, c'est pas le bonheur au travail, et c'est pas grave, c'est normal. Donc voilà, cette espèce... je crois au bonheur au travail par parenthèse, ouais, mais que ça devienne un objectif, comme je peux le lire parfois, ça me semble dangereux, en fait.
Ouais, alors moi j'ai réfléchi à ça, mais de manière différente. Moi, ce que je me dis, c'est qu'on est à peu près entre 7 et 8 heures par jour dans le monde du travail. C'est-à-dire qu'on est quand même plus souvent au travail qu'avec notre famille, nos amis. Et ce que je me dis, c'est que si on nous accompagnait le plus tôt possible, notamment sur les bancs de l'école, à révéler nos talents, tu sais, tous ces talents innés qu'on a, on est bon bien sûr. dans plusieurs choses, et qu'on puisse après, par la suite, mettre à contribution ces talents justement dans le monde du travail, c'est-à-dire en fait, du coup, je pense qu'on se dirigerait soit vers une entreprise qui correspond beaucoup plus à qui on est, nos compétences, nos valeurs, soit on ferait force de proposition, on créerait une entreprise. Là, en fait, je me dis, là, oui, tu serais probablement tous les jours dans le bonheur. En tout cas, moi, c'est ce que je vis, tu vois, depuis 25 ans. Comme je te le disais, j'ai pas de diplôme. Par contre, je me connaissais très bien, en fait, quand j'ai créé ma boîte. Et finalement, ce que j'ai créé et ce que je fais depuis 25 ans, ça m'apporte énormément de joie tous les jours. Je pense qu'on ne peut pas servir de benchmark, Julien, par rapport aux salariés moyens, dans le sens où on fait des métiers de passion et on fait des métiers presque, pas qui nous sont tombés dessus, mais on fait des métiers de passion comme un musicien, comme un peintre, ou comme le gamin qui rêve depuis qu'il a 5 ans d'être boulanger. Mais Et ça, tout le monde peut le faire. l'écrasante majeure partie des gens, l'écrasante, Non, mais tout le monde peut le faire, ça. non. Ça, Si. non. Reviens à ce que je t'ai dit. Si on t'accompagne le plus tôt Pas possible. professionnellement, non, Julien, je crois pas. Ah, si, moi, je pense. Professionnellement. Si. Ensuite, que dans sa vie, on trouve un équilibre qui va permettre de compenser ça, mais il y a plein de gens qui ont des boulots alimentaires et qui n'ont pas le choix. Alors ensuite, pardon? J'ai pas entendu. Repense à ce que je t'ai dit. Si on accompagne les enfants avec plus de savoir-être et de connaissances de Non, mais soi, moi, je te parle des adultes d'aujourd'hui. Je te parle. Ah oui, là, on est d'accord. Tu as raison, Julien. Ah bah oui, là, on est d'accord, bien sûr. Non, moi, je te parle des gens qui nous écoutent là. D'accord. Dire à quelqu'un de 45 ans, tu connais pas le bonheur au travail, moi, je vais t'expliquer comment le connaître tous les jours. Ben non, c'est pas possible. Cette personne qui dirait ça, je l'attraperai entre 4 yeux pour lui dire, mais t'es un grand malade ou quoi? Ah oui, non, c'est Donc, pas bon. d'où l'importance de trouver un équilibre vie pro, vie perso. Et est-ce que je peux répondre à un commentaire, Julien? Ah bon? Oui, bien sûr. Vient de s'afficher. Non, mais il y a quelqu'un qui dit, est-ce que vous connaissez le principe de Peter et est-ce que c'est une explication à certains dysfonctionnements? Alors, pour rappel, le principe du Peter, c'est t'es bon dans ton travail, tu as une promotion. T'es bon dans ton travail, tu as une autre promotion. Tu as une autre promotion et puis à un moment, tu atteins ton seuil d'incompétence, ce qui est mathématique. Et est-ce que c'est une explication au dysfonctionnement? Oui, mais on peut le dépasser avec la formation. Et c'est ça qu'on oublie souvent. Si on va nommer quelqu'un manager, par exemple, on va juste oublier un détail de le former à être manager. Et on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, Julien, quand je disais tout le monde peut être un manager non nuisible. Ça serait bien que toute personne qui vient d'être nommée manager ait cette formation pour lui expliquer, dire bonjour à tes équipes tous les jours, c'est bien. Pas gueuler, c'est bien. Pas envoyer des emails à 22 heures, c'est bien. Bref, de donner un peu le livre de recettes pour être un manager acceptable. En tout cas. Là, ça serait pas le rôle plutôt des dirigeants, justement, d'aller. Ouais. Mais complètement. Tu sais, moi, je dis souvent dans mes conférences, un escalier, ça se nettoie toujours par le haut. Et oui. Donc, moi, une fois, j'avais refusé une mission de conseil sur la déconnexion parce que le COMEX de cette très, très grosse entreprise, en fait, refusait d'entendre que eux ne pouvaient pas déconnecter. Je dis, mais les gars, si vous envoyez à vos équipes des emails à minuit tous les jours, comment voulez-vous leur expliquer que c'est pas bien si eux le font? Tu m'étonnes. Donc, j'y suis pas allé. T'as bien fait. Tu disais que tu avais écrit une bonne dizaine d'ouvrages? 15. 15. Ils tournent tous autour du management, du travail? Non? Non. En fait, il y a des bouquins de management, le management 2.0, c'est nul, mais je le soigne. Mais j'ai également écrit des romans. Un dont je suis très, très fier, qui s'appelle Sois un homme, ma fille, qui est un livre pour un peu dénoncer de façon assez rigolote, je crois, le sexisme dans nos entreprises. Je te le pitch en 2 secondes. En fait, c'est l'histoire de t'apprends dès la première page que le patron d'une énorme boîte de communication mondiale, depuis 10 ans, et tout le monde pense qu'il s'appelle Constant Bancelin. En fait, t'apprends dès la première page qu'elle s'appelle Constance et qu'elle s'est fait passer pour un homme pendant 10 ans pour atteindre ce niveau. Et c'est tout le parcours de Constance de 28 ans jusqu'à ses 38 ans. Donc, j'ai écrit ça. J'ai écrit Bien-être au travail pour les nuls dans la collection des nuls, des petits livres sur l'optimisme pour les enfants, enfin plein de trucs. Voilà. Je trouve que la collection pour les nuls est excellente. Ils sont très, très forts. Ouais. C'est dur à écrire. Ah oui, je veux bien le croire. Et une charte d'écriture.
Ah, bah oui, Mes autres livres, je dis pas, je l'écris, mon éditeur dit c'est super et il le publie, mais on n'en est pas très loin. Sur le bien-être au travail pour les nuls, ouais, c'est beaucoup de recherche, Si tu cites un auteur, faut non seulement citer l'auteur et dire ce qu'il dit, mais dire aussi sur quelle édition tu as trouvé ça et quelle page ça se trouve. Hein. Ah ouais. Bah oui, c'est ce qui fait plus du tout. C'est ce qui fait un peu leur force. Ça les rend accessibles au grand public. On voit très bien, comme tu disais, ton branding derrière la Happy Work, qui est ton podcast. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton podcast? Alors, mon podcast, c'est ma grande fierté. L'objectif, en gros, c'est une sorte de boîte à outils pour se sentir mieux au taf, quelle que soit la situation dans laquelle on est. Alors, je suis un peu une machine de guerre de la production parce que j'ai 6 épisodes par jour. Mais oui, c'est énorme. Le premier du matin, c'est un thème général, ça dure 8 minutes, donc je fais des épisodes très très courts. Alors ça va de gérer ses émotions, gérer son stress, gérer son manager ou gérer son équipe. Juste après, c'est un épisode de 2 minutes qui est le résumé de l'épisode d'hier. En fin de matinée, il y a le chiffre du jour, qui est un épisode de moins de 5 minutes, qui est un commentaire d'un chiffre RH. Alors ça va de combien de salariés font la sieste au bureau, enfin bref, des chiffres drôles ou intéressants ou anecdotiques, mais toujours qui poussent à la réflexion. Et ensuite, il y a des replays et la compilation des 2 épisodes du jour. Et le week-end, c'est un peu différent. Et là, je suis très, très fier parce que je ne te l'ai pas dit, mais juste après toi, je vais interviewer Pascal Demurger, le PDG de la Maïf. Ah oui, tu m'avais dit ça la semaine dernière. Ouais. Pour une toute nouvelle rubrique qui sortira le dimanche matin, qui est le Happy Work vu par. Et je vais interviewer des grands patrons, patronnes, DRH, de grands groupes, pour qui me donnent leur vision. Alors, pourquoi que des grands groupes et pas des petites boîtes ? Parce que je pense que c'est beaucoup plus difficile d'impacter la culture d'une entreprise comme Orange, la Maïf ou Renault que si tu es patron de start-up. Moi, quand j'entends des gens qui sont dans des boîtes de 10 personnes et qui me disent « mon patron ou ma patronne est horrible, on ne sait pas comment faire », je pense que changer la culture d'une entreprise de 10 personnes, c'est incroyablement simple et ça peut se faire en un mois. Vraiment. Des groupes de plusieurs dizaines de milliers de personnes, un peu plus complexe. Ouais, je comprends, ouais. On le retrouve partout, hein, sur Deezer, Spotify, Apple Podcast. Partout, même sur YouTube, partout. Mais c'est pas le seul podcast que tu en as d'autres. Alors j'ai Happy Moi aussi, que j'ai lancé, qui est pour la vie perso, mais que je viens de lancer, c'est un tout nouveau bébé, c'est lancé en septembre. Et d'ailleurs, si je vais faire de la promo pour un seul truc auquel je tiens, j'ai lancé un canal WhatsApp Happy Work, Happy Moi depuis 10 jours. Et je suis trop content. Donc, si vous tapez Happy Work dans le canal, les canaux, les chaînes WhatsApp, et là, c'est que du feel good 3 fois par jour, avec des trucs soit marrants, soit inspirants, soit... c'est complètement gratuit. Et je viens de sortir aussi, et puis un autre truc, là, c'est hier midi. J'ai enfin réussi à le publier. Happy Work Plus. Donc, ça, ce sont pour les gens qui ont des iPhones ou qui sont sur Apple. En fait, là, c'est tout Happy Work. Donc, c'est 2800 épisodes Happy Work. Donc, il y a un peu de volume. Sans publicité et avec 2 épisodes additionnels gratuits. Et ces épisodes étant un peu particuliers, puisque dans cela, je réponds à des questions que mes followers de LinkedIn me posent. Donc, si jamais vous avez un problème pro, vous pouvez m'envoyer un message sur LinkedIn et ça finira peut-être en épisode Happy Work. Excellent. Mais tu fais énormément de choses, toi aussi, j'ai l'impression, Ouais. Gaël. J'ai des grosses journées, hein. Mais j'adore ça. En ce moment, pour pas te mentir, oui, je travaille entre 15 et 16 heures par jour. Mais je sais que à partir, allez, on va dire de mi-janvier, je vais revenir à mon ancien rythme qui était quand même la semaine de 4 jours, ce qui est pas mal. Donc là, c'est un énorme coup de bourre parce que je lance beaucoup de projets. Mais Happy Work Plus, j'en suis super fier. C'est vraiment, je suis trop content. Parce que c'est quelque chose de répondre à quelqu'un en one-to-one. Moi, je ne sais pas toi, mais quand je reçois un message sur LinkedIn, je me fais fort de répondre toujours, même si c'est pour dire non, même si c'est avec une petite phrase. Mais quand on me pose une question, je réponds systématiquement par écrit, d'abord. Mais j'ai trouvé ça intéressant. Alors, bien sûr, c'est anonyme derrière. Je ne dis pas « Oh, machin truc bidule, il m'a dit qu'il avait fait un burn-out parce que son manager, c'est un gros enfoiré. » Donc avec le nom de l'enfoiré. Bien entendu, et puis le nom de la boîte, il y a un lien. Non, bien entendu, c'est anonyme, mais en fait, moi je suis un créateur de contenu depuis que je suis tout petit, et c'est vrai que ce contenu-là, de faire un épisode de podcast à partir
d'une vraie problématique, d'une vraie personne avec des vrais mots, j'ai commencé à enregistrer les épisodes que la semaine dernière, puisque je l'ai annoncé la semaine dernière, et j'adore. Ça fait un peu comme le courrier du cœur, mais c'est plutôt le courrier du boulot. Ouais, c'est excellent. Ouais, Bah, non, c'est cool. Et puis, en plus, le mec, il fait vraiment sa promo. Le premier mois est gratuit. Ah, bravo. Sur Apple, ouais. En fait, les podcasts payants sur Apple, il y a toujours un mois d'essai totalement gratuit. Déjà, ça me semble assez honnête. Derrière, c'est 4,99 par mois. Mais les gens peuvent voir, et puis si ça les saoule, ils arrêtent leur abonnement. Contrairement à d'autres systèmes payants, arrêter un abonnement sur un podcast, ça se fait très exactement en un clic. Donc c'est plutôt cool, ouais. Donc si vous avez un iPhone, n'hésitez pas à regarder. Là, il y a les 3 premiers épisodes, plus une quinzaine de conférences que j'avais enregistrées qui sont en accès. Et là, dans ce cas-là, c'est eux qui te démarchent ou c'est toi qui vas les démarcher? Oh non, là, c'est pas une démarche. Mon podcast, je suis très, très fier. Je suis rentré dans le top 20 français en septembre et là, je vais rentrer dans le top 10 des podcasts les plus écoutés en France. Et mon objectif, c'est d'arriver dans le top 3 d'ici la fin de l'année 2026. Et j'ai fait une réunion avec Apple et qui m'a donné des conseils pour donner plus de visibilité à Happy Work. Et donc, non, il ne me démarche pas, mais il donne des conseils aux podcasteurs parce que maintenant, je suis assez content. Je fais partie des plus gros podcasteurs français. En indépendant, je pense le plus gros. Même pas, je pense que l'ACPM, l'ACPM, c'est l'Institut de certification des audiences des podcasts. En gros, c'est un petit peu comme Médiamétrie pour la télé. En gros, j'ai été en rendez-vous avec eux il y a 2 jours et ils m'ont dit que j'étais le plus gros podcasteur indépendant. Parce que tu sais, tu as des podcasteurs qui ont des énormes structures derrière. Moi, je revendique le côté artisanal et je fais tout seul, comme un grand. J'adore ça. Ça m'éclate. Et en plus, je crois que les gens, s'ils aiment Happy Work, c'est qu'il y a vraiment une proximité qui n'est pas feinte. Mais c'est comme dans mes conférences. J'ai 30 ans d'expérience, dont 20 ans en entreprise. Je rencontre des gens, des dirigeants, des DRH, des salariés. Avec mon blog, j'ai un nombre de témoignages de ouf. Et je crois que c'est ça qui plaît avec Happy Work, en fait. Bien sûr, c'est sans fin. On peut se poser la question, d'ailleurs, quand tu as 500 000 écoutes par mois, est-ce qu'on vit de ça? Oui. Ok. La réponse est oui. Ok. C'est quoi? C'est des pubs, c'est ça? En fait, j'ai une régie publicitaire il y a des pubs avant. C'est ça qui paye les podcasteurs. Alors, tu peux les zapper si tu as envie. Mais c'est ça qui nous fait vivre. Et puis, parfois, tu as des partenariats. Par exemple, j'ai fait un partenariat génial sur Happy Work avec la MGEN autour de la ménopause. Et du fait que ça soit un vrai gros sujet pour les femmes en entreprise et pour le bien-être. Donc, il y a les partenariats et la pub, ouais. Mais c'est pour ça, parfois, ça m'arrive de moins en moins souvent maintenant, mais au début, je recevais des emails en disant « Ouais, il est bien ton podcast, mais c'est chiant, il y a de la pub avant. » Ma réponse est toujours la même. Je sais que c'est chiant, mais il est gratuit, mon podcast. Quand tu vas chez le boulanger et que tu veux un pain au chocolat, tu l'engueules, ton boulanger, si c'est payant? Moi, mon métier, c'est de créer du contenu. Donc, à un moment, si le contenu est gratuit pour l'auditeur, comme le disait un des fondateurs de Google, quand c'est gratuit, c'est que c'est toi le produit. D'une certaine manière, c'est vrai. C'est quand il y a une pub diffusée avant un podcast, c'est ça qui nous rémunère et qui fait que si je fais ce métier, c'est que je peux payer mon loyer. Bien sûr, et puis comme tu le dis, c'est du full-time job. Tu es quand même à 15-16 heures par jour là en ce moment. Ah oui. 6 épisodes par jour, faut les produire. Hein. Ah oui, et je te parle pas des shorts YouTube quotidiens, des vidéos longues hebdomadaires sur YouTube, d'Instagram, de WhatsApp, de Facebook. Enfin voilà, non, c'est un vrai métier, quoi. Ça me parle bien. Tu sais, moi, je gère 2 podcasts, donc je vois le temps que ça te prend, quoi. Mais bon, moi, je suis pas en full-time job dessus, quoi. C'est des activités en plus, quoi. Écoute, est-ce que tu aurais un mot de la fin, Gaël, pour conclure notre échange? Ouais, j'en ai un. Oui. On a parlé de management bienveillant et parfois on me demande de résumer ce concept-là. Comment est-ce que on peut devenir ou savoir si on est un manager bienveillant? Et je fais toujours cette même réponse. N'achetez pas mes livres et appliquez-vous une phrase toute simple au quotidien si vous êtes manager. Ne faites jamais à quelqu'un de votre équipe ce que vous n'aimeriez pas que votre propre manager vous fasse. Je pense que si on a cette alerte en permanence,
ça peut s'appliquer à la vie perso. C'est très biblique comme phrase. Mais en tant que manager, ça marche bien. Est-ce que j'aime bien quand mon boss m'appelle à 20h un samedi? Non, je le fais pas. Est-ce que j'aime bien quand mon manager arrive en retard à une réunion que j'ai organisée? Non, je le fais pas, etc., etc. C'est que du bon sens, en fait. Et donc, voilà, si j'avais un mot de la fin, c'est être bienveillant, c'est du bon sens. C'est plus agréable pour les autres. Et c'est tellement agréable pour soi de savoir que les gens te regardent avec bienveillance, justement, parce qu'ils savent que tu n'es pas une mauvaise personne. Moi, c'est un peu mon objectif de vie, que le jour de mon enterrement, il y ait tout le monde qui dise « c'était une bonne personne ». Voilà. Ah, intéressant. C'est sympa comme conclusion, je parle de ma mort. Alors moi, j'ai une dernière question pour toi, Gaël. C'est quoi le bonheur pour toi? Le bonheur pour moi, c'est faire ce que je veux. La liberté totale. Et non seulement c'est un bonheur, mais c'est un luxe. Et je mesure la sueur passée dans ma vie pour être arrivé à ça. Et le chemin n'est pas encore fini. J'ai encore plein de trucs en tête, mais oui, la liberté de choix, ça n'a pas de prix. Et je mesure à quel point beaucoup de nos concitoyens n'ont pas ce bonheur-là, ils n'ont pas le choix. Je donne toujours cet exemple de l'ouvrier à la chaîne de 55 ans dans une usine textile dans le Nord. Il n'a pas beaucoup de choix, malheureusement. Et si son manager est un sale connard, il ne peut pas claquer la porte. Ça, c'est une réalité. Et il y a beaucoup de gens dans cette situation. Donc moi, je pense à ces gens. J'essaye à ma façon, avec mes petits moyens, de les rassurer, de leur amener des solutions pour connaître le bien-être. Parce que je dis souvent, le bonheur est une quête, le bien-être est un état. Autant le bonheur au travail, je ne suis pas convaincu que tout le monde puisse l'avoir, même des parenthèses. Par contre, le bien-être au travail, ça, je suis convaincu que tout le monde peut y accéder. Et mon métier, c'est ça, très modestement, encore une fois. Merci Gaël pour toute l'énergie que tu mets. Avec grand plaisir, Julien, c'était trop bien. J'ai l'impression que ça fait que 5 minutes qu'on parle, donc ça va vite. Très vite. Je te souhaite une belle journée, puis surtout plein de bonnes choses pour la suite. Et prends soin de toi, Julien. Salut. Merci. Salut tout le monde. Ciao. Et voilà, les amis, c'était Gaël Châtelain-Berry de Happy Work, le podcast Happy Work. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. C'est très important, le monde du travail. Ça fait partie pour moi, le monde de l'entreprise et l'école sont pour moi les deux leviers les plus importants, justement pour essayer d'œuvrer chacun comme on le peut, à notre manière, comme le fait Gaël, comme je le fais moi aussi, pour apporter beaucoup plus de bien-être, de connaissance de soi et de savoir-être. Je vais vous laisser avec une petite vidéo qu'on a réalisée autour de l'écosystème C'est quoi le bonheur pour vous? Et en attendant de la trouver, je vous rappelle qu'on est en train de préparer la 7e édition du congrès Innovation en éducation qui va avoir lieu le 21 et le 22 février à Nîmes. Il reste encore des places. Là, je crois qu'il reste 250 places sur 650. Si vous voulez venir, vous tapez congrès Innovation en éducation dans un moteur de recherche. Je vais vous montrer d'ailleurs plutôt cette petite vidéo autour du congrès. Comme ça, vous allez voir un peu l'énergie du congrès. Il y aura 10 conférences, 40 exposants, 16 ateliers pédagogiques et participatifs pour que vous puissiez vivre des expériences autour de nouvelles pédagogies. Et c'est donc le 21 et le 22 février à Nîmes, c'est notre 7e édition. Je vous invite à venir parce qu'on change tous les 2 ans. Donc si vous êtes dans le coin ou pas très loin, venez à Nîmes, puisque dans 2 ans, donc en 2028, pour la 8e édition, on sera à Montréal, au Canada. Et en 2030, on sera à Lille. Donc, si vous n'êtes pas très loin de Nîmes, une fois de plus, prenez vos places si ce sujet vous intéresse. Je vous envoie plein de bonnes énergies et je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao. Il faut sortir d'une éducation punitive, sévère. Il faut sortir des humiliations verbales et physiques. On a la chance d'être au XXIe siècle et d'avoir des pistes pour que nos enfants aillent mieux. Il ne faut pas forcément aller au plus près, pas forcément aller au moins cher, mais il faut vraiment trouver ce qui fait vibrer son cœur. Une dizaine, une quinzaine d'années, il y a quand même énormément de recherches, énormément de travaux, énormément d'ouvrages. Donc l'idée, c'est pas d'évaluer ou de porter un jugement, c'est de pouvoir se dire comment on peut améliorer le système et lui apporter des éléments supplémentaires qui vont pouvoir l'enrichir. Les décisions qui sont prises ne sont pas forcément celles des gens de terrain qui peut-être voient les problèmes au quotidien et aimerait prendre des mesures beaucoup plus radicales. Je me désole de voir à quel point on traîne en France. Et pourtant, on a des endroits comme aujourd'hui où les conférenciers sont de qualité,
On repart avec des vrais outils. Ce que je veux, c'est que les enfants soient heureux. Souvent, quand on fait ce choix d'orientation, on dirige l'élève vers la recherche d'un métier. C'est pas qu'est-ce que je veux devenir, mais qu'est-ce que je veux faire pour être productif et économiquement. Écoutez vos enfants, ils ont beaucoup de choses à vous dire. On va les inviter à devenir des héros de la joie. Un héros de la joie, c'est quoi? C'est un enfant qui sait prendre soin de lui et sait rendre heureux les autres. Parce qu'aujourd'hui, dans les entreprises, on travaille dans la coopération. On a besoin de travailler la coopération avec les jeunes. Or, aujourd'hui, on est beaucoup plus dans la compétition. J'aimerais sensibiliser les jeunes sur l'origine de leurs ambitions, de leurs rêves et d'essayer de comprendre pourquoi ils ont une certaine vision du succès. Une priorité pour moi dans le système éducatif, c'est cette capacité à écouter pour pouvoir pleinement s'épanouir et se réaliser à travers nos études et à travers notre travail. C'est au-delà de séminaires, de lectures, de partage de théories. Il y a beaucoup de bienveillance, beaucoup d'empathie, beaucoup d'amour. Je crois que ça fait du bien à tout le monde en fait de vivre cet événement. Croyez en vous, croyez en l'autre, allez-y quoi. Un grand merci pour votre écoute. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Pour prolonger l'expérience C'est quoi le bonheur pour vous et continuer votre cheminement sur la connaissance de soi, je vous invite vivement à lire mon livre C'est quoi le bonheur pour vous, que vous trouverez dans toutes les librairies. Jouez et amusez-vous avec le jeu de cartes entre amis, avec des inconnus, dans le monde de l'entreprise, à l'école. Regardez le film C'est quoi le bonheur pour vous et surtout, prenez soin de vous. Je vous souhaite un merveilleux voyage vers vous-même.